Alors bonjour à tous. La conférence va commencer dans 3 minutes, donc bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter. Donc on démarre à 11 h pile. Alors pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages dans le chat. Je vois que j'ai des bonjours, donc c'est que vous devez bien nous entendre et bien nous voir, donc c'est parfait. Bonjour à tous. Ça monte petit à petit, on est de plus en plus nombreux, c'est bien. Vous êtes déjà 90 avec nous. Super, ça fonctionne bien. Donc on démarre dans 1 minute pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bienvenue à tous. On va bientôt passer la barre des 100 participants. 99, on y est presque. Ça y est, on est à 100 participants connectés. On va démarrer dans 1 minute. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Super, ça y est, il est 11 h, donc on va pouvoir démarrer cette webconférence. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter et ceux qui sont déjà là. Je suis donc Suzy Cantraine, chargée de mission communication à la PCC, et bienvenue aujourd'hui donc à cette 42e webconférence de la PCC qui a pour thème la prise de compétences mobilité, une opportunité pour les territoires. Alors, j'ai aujourd'hui avec moi en caméra tout en haut Madame Odile Begormer qui va nous faire un retour d'expérience et qui est directrice du pôle d'équilibre territorial et rural, donc le PETR, du Lunévillois. Juste en dessous de Madame Begormer, nous avons Émilie Boulpicante qui est juriste transport mobilité chez ITER. Et juste en dessous, nous avons Rémi Saillard qui est gérant chez ITER. Et donc, Rémi et Émilie vont vous faire la première partie, la présentation de début. Alors, donc, quelques éléments d'agenda. On va vous faire une très courte introduction. On aura ensuite donc, la présentation de Rémi et de Émilie, le retour d'expérience de Madame Begormer. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. Vous pourrez donc poser toutes vos questions. Et enfin, une petite conclusion. Alors, donc, très courte introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont récurrents à nos webinaires, mais pour les nouveaux, la PCC, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement. Donc, c'est une association qui rassemble des bureaux d'études qui accompagnent et conseillent au quotidien les entreprises et les collectivités sur tous les sujets qui vont être liés au changement climatique, à la transition énergétique et à la mobilité durable, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, concernant les questions, n'hésitez pas à poser vos questions donc, tout au long de la webconférence dans le chat que vous avez là sur votre droite. Ces questions seront répondues à la fin de la webconférence, donc pendant la fameuse session de questions-réponses. Mais n'hésitez pas tout au long de la conférence à les poser. En ce qui concerne le contenu, donc les slides et le replay seront disponibles quelques heures après la fin de la webconférence directement sur le site web de la PCC, donc vous pourrez les retrouver très rapidement. On va aussi faire en sorte de répondre aux questions non traitées pendant la webconférence par écrit. Donc, si jamais on n'a pas le temps à la fin, si vous avez vraiment beaucoup de questions et qu'on n'a pas le temps de répondre à tout, on prendra les questions non traitées, on y répondra,
Rémi et Émilie y répondront. Et donc, vous aurez ça d'ici une semaine après la webconférence par mail avec les questions non répondues, le support et le replay. Et maintenant, je vais laisser la main à Rémi et Émilie pour leur présentation. Merci Suzy. Bonjour à tous. Alors très rapidement, avant de présenter le contenu du webinaire, c'est un webinaire d'1 heure, donc ça va être frustrant parce que donc on a pris le parti de présenter des éléments plutôt sur les questions d'opportunité et moins sur tout le détail juridique de la prise de compétences, parce que c'est des éléments qui ont été déjà beaucoup abordés avec des notes élaborées. L'important pour nous, c'est de présenter un petit peu les enjeux d'opportunité pour les territoires et qu'est-ce que cela recouvre en matière de gestion des compétences. Alors, très rapidement, ITER, qui est membre de la PCC, c'est un bureau d'études, une coopérative, une SCOP, basée à Paris et à Toulouse. On est une vingtaine de consultants et on existe depuis 1978 et on a plusieurs champs d'activité, notamment la planification de la mobilité, qui recouvre la prise de compétences pour un territoire. Du coup, la partie, le webinaire est structuré en deux grandes parties, une présentation un peu théorique d'ITER, donc d'Émilie et moi, et ensuite, un retour d'expérience sur le PETR du Ligny-Villois qui démontre par une prise de compétence sur un territoire périurbain ou rural ce que peut permettre en termes d'amélioration de la mobilité une prise de compétence à cette échelle-là et l'agilité que ça permet contrairement à des structures parfois plus lourdes en matière de gestion de la mobilité. Camille, je te... Donc, la loi des mobilités a été un beau cadeau de Noël, puisqu'adoptée le 24 décembre 2019. Forte de 189 articles, cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités. Cette loi vise 4 objectifs principaux. Donc, programmer les investissements dans les infrastructures de transport, réduire l'empreinte environnementale des transports via la transition énergétique, par exemple, développer l'innovation et les nouvelles solutions de mobilité. Et l'objectif qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est le 4e, sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité, en supprimant les zones blanches de mobilité. Pour atteindre cet objectif, l'une des réponses apportées par la loi LOM réside dans la volonté de rendre obligatoire sur l'intégralité du territoire national l'exercice de la compétence mobilité par une autorité organisatrice de la mobilité. Cette loi est donc venue encourager, inciter les communautés de communes à réfléchir à la mobilité à l'échelle de leur territoire ou à une échelle plus large en fonction des projets de territoire. Et ce sont donc plus de 900 EPCI qui devront se positionner sur cette prise de compétence mobilité, dans un délai restreint, puisque les communautés de communes doivent se décider avant le 31 mars 2021. Toujours dans le but d'atteindre cet objectif, si la communauté de communes décide de ne pas prendre cette compétence mobilité ou que les conditions de majorité ne sont pas atteintes pour les communes membres, la région devient AOM de substitution sur le territoire de la communauté de communes. Et dans ce cadre, à partir du 1er juillet 2021, 2 cas de réversibilité sont fixés par la loi, en cas de fusion à une autre communauté de communes ou en cas de création ou d'adhésion à un syndicat mixte AOM. Donc, la loi NOM a étoffé les compétences d'autorité organisatrice de la mobilité dans le champ des mobilités actives, partagées et solidaires. La collectivité qui est AOM est donc compétente pour l'ensemble des services de transport de mobilité, transport public dit lourd, transport scolaire, transport à la demande ou transport régulier, et aussi désormais sur les services relatifs aux mobilités actives, marche à pied, vélo, trottinette, ou aux mobilités partagées, covoiturage, autopartage, et enfin aux services de mobilité solidaire. Toutefois, il est vraiment important de distinguer
la notion de compétence à celle d'exercice effectif de la compétence. Si l'AOM est compétente pour tous les services énumérés par la loi, elle choisit les services qu'elle veut mettre en place, c'est-à-dire les services apportant la réponse la plus adaptée aux besoins de mobilité du territoire. C'est pourquoi on parle de compétences globales, mais exercées à la carte. Au-delà du coup de cette description juridique de ce qui est constitué par la prise de compétence et ce qui constitue la compétence mobilité, concrètement un territoire demain, quand il va décider de prendre la compétence, sur quoi il peut agir? Il y a quatre grandes thématiques sur lesquelles un territoire peut agir en termes d'autorité organisatrice de la mobilité. Il y a la question de l'investissement des infrastructures, l'organisation des offres de mobilité, le développement des services associés et l'animation et la promotion. Et dans ces quatre grandes composantes d'une prise de compétence, on peut citer de nombreuses thématiques. Sur la question de l'infrastructure, évidemment, un réseau, une offre de mobilité nécessite d'avoir un déploiement d'infrastructures pour pouvoir supporter l'offre de mobilité. On parle d'infrastructures cyclables aujourd'hui, c'est très à la mode. L'apaisement de la circulation, des infrastructures pour les transports collectifs, pour le covoiturage, pour le développement d'une mobilité décarbonée, notamment électrique, avec le déploiement des bornes électriques, mais aussi de l'ensemble de la thématique piétonne et l'aménagement d'un espace public sécurisé. Il y a aussi les services de mobilité que l'on peut et les offres de mobilité que l'on peut déployer. Donc, généralement, on parle de transport urbain, de transport interurbain, de transport à la demande. Mais demain, cette prise de compétence, qu'elle soit à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, ouvre des perspectives de développement plus larges que la seule question du transport collectif, de prendre sérieusement en compte la question de la logistique urbaine, la gestion du dernier kilomètre, le développement des offres sociales. La LOM précise bien que c'est une composante déterminante d'une prise de compétence, la dimension d'une offre pour les publics vulnérables. Mais ce n'est pas que ça, la prise de compétence. On n'a pas que l'infrastructure et l'offre de mobilité. Il y a l'ensemble des services que l'on peut déployer pour améliorer la lisibilité, améliorer la compréhension d'une offre de mobilité. Et là-dedans, on peut citer de nombreuses expériences, et sans être exhaustif, mais les questions des maisons de mobilité, des tarifications des services, avec des grands sujets aujourd'hui qui s'ouvrent sur des modèles de financement de l'offre de mobilité, l'aide à l'achat de vélos, le développement du MAS, la mobilité as a service, qui interroge aujourd'hui profondément cette question de la mobilité. Et enfin, l'animation, la promotion. L'animation d'un réseau de plans de mobilité employeurs, le comité de partenaires, qui est une obligation aujourd'hui imposée par la LOM, la participation au contrat opérationnel de mobilité, et l'animation auprès de l'ensemble des organismes qui seront les partenaires d'une AOM demain. Concrètement, au 1er juillet 2021, 3 mois après la date du 31 mars, qui sera compétent pour gérer ces différents aspects? Sur l'investissement dans les infrastructures, la LOM ne vient pas bouleverser finalement le paysage actuel. On restera quand même sur les principaux gestionnaires de voirie qui pourront demain investir sur les infrastructures. Ça ne signifie pas que aucune autre collectivité ne sera compétent, mais en tout cas, c'est les trois grands gestionnaires de voirie qui demain interviendront sur leur réseau particulier. Le département, en tant que gestionnaire des réseaux départementaux routiers, les EPCI pour ceux qui ont à charge aujourd'hui un réseau communautaire de voirie, et enfin les communes. Et on le voit dans le déploiement d'une politique cyclable aujourd'hui, l'intégration et la validation, le partage des enjeux des communes dans un schéma global cyclable est un élément déterminant pour réussir le déploiement d'une politique cyclable. En revanche, sur les trois grandes composantes d'une prise de compétence, l'organisation des offres de mobilité, le développement des services associés, l'animation et la promotion, demain, la loi est très claire, ce seront les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, qui en seront les garants. Et donc, la loi permet à un EPCI demain de prendre cette compétence. Donc, ce sera demain soit un EPCI ou un regroupement d'EPCI qui est permis par la loi, soit la région. Et donc, tout de suite se pose la question de la bonne échelle de pertinence pour pouvoir gérer
l'ensemble de ces services et de l'ensemble de ces composantes de l'offre de mobilité. Quand on a une région aujourd'hui qui, avec la réforme des régions et la régionalisation, a transformé un paysage d'une vingtaine de régions à 13 régions, avec des territoires extrêmement larges, extrêmement vastes, avec des problématiques de mobilité diverses, la région fixe quand même des orientations stratégiques majeures. On peut parler des schémas régionaux d'aménagement, le SRADET, le schéma régional climat et air énergie, le schéma développement économique. Tous ces éléments-là sont des éléments déterminants dans une dynamique de mobilité. Et la mobilité est un axe majeur pour garantir la réussite de ces schémas. En revanche, c'est des schémas qui fixent des grandes orientations nécessaires à une région dans son développement, mais sans forcément préciser clairement, localement, ce qui est à décliner. En revanche, du côté de l'EPCI et de ses regroupements, nous avons des documents qui fixent beaucoup plus précisément un petit peu l'orientation des territoires, évidemment en cohérence avec les schémas régionaux, mais qui précisent nécessairement sur le territoire la capacité du territoire à développer une politique locale. Et quand on s'aperçoit de l'ensemble de ces documents, on a clairement le bras armé qui peut être considéré comme la mobilité pour garantir la réussite de ces différents schémas. Et donc, on a des schémas stratégiques en cohérence avec la région qui déclinent opérationnellement, localement, les aspects d'aménagement, de développement économique. Et la mobilité, de notre point de vue, est un élément qui est structurant pour garantir ce développement. La bonne échelle aussi, elle se pose sur concrètement, quand on décide de mettre en place une action, qu'est-ce que cela relève? Et donc, on a essayé de passer un petit peu en revue, évidemment, sans être exhaustif, et on pourrait en discuter pendant des heures. Mais quand on parle, par exemple, de mettre en place une ligne de covoiturage dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est l'aménagement d'arrêts dédiés, c'est la promotion, la communication, le lien avec les acteurs économiques pour promouvoir cette offre, la mise en place d'une plateforme globale pour créer un effet réseau. Quand on parle d'effet réseau, c'est ne plus considérer une offre de covoiturage distincte d'une offre de transport collectif, mais finalement de concevoir l'ensemble des solutions de mobilité comme un tout. Et c'est de notre point de vue l'enjeu des territoires périurbains et ruraux qui sont visés par la LOM sur cette prise de compétence, c'est d'être en capacité à générer une offre de mobilité plurielle, multimodale évidemment, mais plurielle. Et pour qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit un petit peu dans une dimension de réseau. Déployer une politique cyclable, c'est évidemment d'identifier les itinéraires, réglementer la voirie, déployer du stationnement vélo, les services de location, les liens avec les entreprises, des emplacements réservés dans les PLU très concrètement pour pouvoir développer demain une politique cyclable. La réglementation par les documents d'urbanisme est de notre point de vue centrale. Et enfin, un réseau de transport, c'est des arrêts lisibles, confortables, un suivi de l'usager et une adaptation au plus près de l'usage, des itinéraires adaptés à l'urbanisme. Parfois, le territoire évolue comme on ne l'avait pas imaginé, et c'est d'identifier la bonne échelle pour pouvoir modifier cette offre de mobilité, une intermodalité avec les autres services et une tarification adaptée au public. Et tout de suite, quand on identifie un petit peu l'ensemble des composantes d'une politique de mobilité avec ces grandes thématiques, on se pose la question de la bonne échelle de pertinence. Est-ce que la région, aujourd'hui, est en capacité de réussir ce pari de la mobilité qui est fixé par la LOM? Est-ce que le PCI, en fonction des périmètres, est le bon échelon? Et est-ce que l'échelon intermédiaire ne serait pas, en revanche, intéressant à étudier? La réponse, elle n'est pas binaire, elle n'est pas oui ou non. Clairement, ça nécessite, et pour accompagner de nombreux territoires aujourd'hui sur cette question de prise de compétences, il faut se poser la question du projet de mobilité et l'ambition que le territoire a en matière de mobilité. Derrière cette ambition, il y a aussi la capacité à assumer cette compétence. Et quand on parle de capacité, il y a évidemment l'ingénierie des territoires, qui est un enjeu majeur, mais aussi et surtout les moyens financiers. La LOM, elle n'est pas venue bouleverser finalement le modèle économique du financement d'une politique de mobilité. Elle a réaffirmé le versement mobilité, elle a changé le terme de versement transport à versement mobilité. Elle n'est venue créer aucune fiscalité pour les régions, même si demain la région devient AOM locale parce qu'un EPCI n'aura pas pris la compétence. Clairement, elle n'aura pas de fiscalité supplémentaire pour financer la politique de mobilité. Elle est venue créer 3 nouveautés pour développer
pour mettre en place un versement mobilité, il faut déployer un service de transport régulier. Désormais, le versement mobilité peut financer l'ensemble des services et des investissements, ce qui était un petit peu plus difficile à justifier préalablement. Et puis, dans le cadre d'une prise de compétence à l'échelle d'un syndicat, on peut déployer un taux de versement mobilité différencié par EPCI, membre du syndicat. Ça, c'est l'élément central, le versement mobilité. Quand on parle du financement d'une politique de mobilité, le versement mobilité est la composante principale. Au-delà, on a des dispositifs qui permettent occasionnellement, ponctuellement, de venir financer des infrastructures, des investissements qui sont importants, mais qui ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Au contraire du versement mobilité, qui est l'élément finalement à prendre en compte et qui est l'élément déterminant dans la décision de prendre la compétence et être en capacité d'avoir des moyens. Alors là, du coup, il y a eu un saut de slide. Et pour conclure sur cette question d'opportunité, alors excusez-moi, il y a un petit temps de latence. Pour conclure sur cette question de versement mobilité, la question de la bonne échelle, mais aussi du bon dimensionnement des services, il est nécessaire de s'interroger sur les moyens financiers pour garantir la réussite des objectifs de la LOM. Pour rappeler, c'est le report modal, c'est la cohésion territoriale, c'est l'atténuation des inégalités, c'est la diminution de l'usage de la voiture et notamment carbonisée, donc rechercher des modes de déplacement décarbonisés. Pour réussir ça, il y a une question centrale, c'est le financement. Et la question, elle est importante, c'est deux grandes interrogations. La région, aujourd'hui, concrètement, pour assurer ce rôle à l'échelle locale, indépendamment des grandes lignes régionales, où clairement toutes les régions se sont investies pour déployer des offres interurbaines performantes, ou en tout cas en cours de construction, mais localement, pour déployer une politique de mobilité qui réponde à ces enjeux, sans ressources financières, quelle est la capacité de la région de déployer ces aspects-là? Ensuite, le potentiel fiscal des territoires est-il suffisant pour répondre à l'ambition fixée? Encore plus aujourd'hui, avec l'enjeu de la crise économique qui s'ouvre, qui va forcément réduire l'assiette du versement mobilité. Donc, de notre point de vue, sans qu'il y ait de bonnes réponses, mais il y a deux aspects à rechercher. Il y a l'aspect de l'ambition. C'est quoi l'ambition du territoire en termes de mobilité? Et si demain, c'est une ambition forte, de s'interroger sur cette prise de compétence, de voir dans quelle mesure la région est en capacité d'y répondre. Et deuxièmement, quelle est la bonne échelle de pertinence de prise de compétence pour aller rechercher un financement du versement mobilité, parce qu'aujourd'hui, c'est la solution proposée pour déployer une offre de mobilité. Demain, peut-être que d'autres dispositifs s'ouvriront, mais aujourd'hui, c'est l'élément central, c'est de rechercher finalement un périmètre qui permet d'avoir des effets de seuil en termes de taux de versement mobilité pour aller chercher des versements mobilité plus importants et de finalement rentrer dans un cercle vertueux, d'avoir un périmètre de gouvernance plutôt locale qui agisse sur une mobilité adaptée et en cohérence avec l'urbanisme, le développement économique, tout en étant en capacité de déployer des offres de mobilité avec un financement qui peut être intéressant. Quand on voit aujourd'hui que le taux de versement mobilité est plafonné pour les territoires entre 10 000 et 100 000 habitants à 0,80 et que dès lors que l'on passe les 100 000 habitants, ce taux peut être quasiment multiplié par 0,5. Eh bien, ça peut être intéressant d'aller rechercher des échelles de ce niveau-là. Encore une fois, ce n'est pas la solution, mais ça ouvre toutes ces questions. La prise de compétences nécessite de s'interroger sur le projet de mobilité, mais aussi de sa capacité à le financer. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Begormer pour illustrer finalement les opportunités que couvre une prise de compétence sur le PETR du Lunévillois. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez? Madame Begormer. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, un retour d'expérience, puisque le pays du Lunévillois est le premier PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, à avoir pris la compétence au 1er janvier 2018. Comme vous pouvez le voir, en fait, le pays du Lunévillois est situé en fait au sud
de la métropole du Grand Nancy, est composé aujourd'hui de 4 communautés de communes, 159 communes et qui représentent à peu près 80 000 habitants. Il y a une habitude sur le territoire de travailler depuis de nombreuses années sur les questions diverses et variées. En particulier, dès 2011, les élus s'étaient posé la question en termes de transport, en lien avec le Conseil général de l'époque, qui voulait faire une amélioration des lignes dites interurbaines. Ils se sont mis autour de la table, ont répondu à l'appel à projet au niveau national, donc des pôles d'excellence ruraux, et ils ont été labellisés, ce qui a permis de mettre en place les premières expériences en termes de transport à la demande, de réfléchir à un réseau d'aires de covoiturage et également d'accompagner un garage solidaire sur le territoire. Lorsque le syndicat mixte du Pays du Lunévillois s'est transformé en pôle d'équilibre territorial et rural, il y a une obligation qui est de travailler un projet de territoire. Et de ce projet de territoire, la problématique des mobilités, à l'époque on appelle ça plutôt les déplacements, était revenue en force dans le cadre des objectifs que voulait se donner le territoire dans les réflexions et dans les solutions à apporter. Le schéma de coopération intercommunale de 2016 et les réflexions en fait autour des rapprochements des communautés de communes, puisqu'à l'époque il y avait 8 communautés de communes, a permis les élus ont voulu véritablement s'interroger sur la pertinence de répondre aux solutions de mobilité à une échelle qui leur semblait naturelle, c'est-à-dire de lier la ville-centre au territoire autour. Comme vous le voyez sur la carte, ici, j'ai une communauté de communes qui fait 6 000 habitants, quand celle qui est en vert, elle fait 43 000 habitants. Donc, naturellement, les deux autres étant intermédiaires, à 14 000 habitants et à 18 000 habitants. Pour pouvoir répondre, mettre en place une politique de mobilité, c'est forcément à proposer un service concret à l'habitant, à l'usager. Donc, si on le résout uniquement à une trop petite échelle, on n'apporte pas le service attendu aux habitants. Donc, c'est comme ça que, de ce contexte de schéma départemental de coopération intercommunale, sachant que la plus grosse des communautés de communes était déjà autorité organisatrice de transport, que le syndicat mixte du Pays du Lunévillois était autorité organisatrice de transport, mais de second rang, c'est-à-dire que c'était le Conseil général qui lui avait confié, fort des discussions à l'échelle du territoire sur le projet, au niveau du projet de territoire, fort des discussions qu'il y avait d'un point de vue plus large avec le schéma de cohérence territoriale, puisqu'en Meurthe-et-Moselle, les communautés de communes en fait travaillent à l'échelle du sud de la Meurthe-et-Moselle, donc un vrai lien avec la métropole. Les élus ont décidé en fait de se lancer dans une étude de faisabilité, en tout cas de réflexion, leur permettant de s'assurer de la possibilité de la meilleure échelle possible pour organiser des solutions de mobilité et de transport. De cette étude, on était au niveau national, il y avait déjà les premiers prémices de discussion en 2017 sur cette fameuse loi d'orientation des mobilités, et on lisait régulièrement en fait tout ce qui se passait au niveau des discussions, mais un petit peu plus que de lire, on a été rapidement adhérents à des associations comme le GART, où naturellement on fait également partie de l'Association nationale des pays et des pôles territoriaux, et on a pu participer à la construction de cette loi d'orientation des mobilités, et le territoire a décidé d'en faire,
en tout cas à travers les discussions, de considérer que c'était une vraie opportunité à terme. Donc en 2010, le 1er janvier 2018, les statuts du PETR du Pays du Lunévillois. Il y a eu prise de compétences comme en 2017 par les intercommunalités adhérentes, et en 2018 donc on est devenu autorité organisatrice de mobilité. La première année, on a d'abord, avant tout, assuré le fait d'organiser les différentes solutions qui étaient déjà existantes sur le territoire. Donc, je pense en particulier à des lignes régulières qui étaient portées par une des intercommunalités qui venait de nous donner la compétence. Et puis, comme on organisait déjà du transport à la demande, on s'est assuré également de repasser des marchés en fait en adaptant les services par rapport au retour d'expérience que nous avions. Nous avons également, puisque les territoires s'étaient déjà lancés dans des travaux d'aménagement autour de gares et de haltes-gares, donc nous avons porté en fait ces travaux d'espaces multimodaux pour le compte des intercos qui avaient débuté en fait les réflexions. Certaines réflexions dataient de 10 ans avant notre prise de compétences. Et puis, on avait déjà de la location de vélos à assistance électrique, non pas en termes de service à l'habitant classique, mais plutôt en lien avec notre politique touristique, puisque nous assurons la promotion en fait du territoire depuis 2012 pour le compte des communautés de communes. Et puis également, nous étions déjà en train de développer des bandes de recharge pour véhicules électriques en tant que territoire, je vais retrouver tête CV, à énergie positive pour la croissance verte, pardon. En janvier 2019, donc évidemment en 2018, on a élaboré notre réponse à candidature, et en janvier 2019, donc nous avons été lauréats donc de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité au niveau État, ce qui nous permet aujourd'hui de développer un certain nombre d'expérimentations, soit sur l'ensemble de notre territoire, soit sur des parties de notre territoire en fonction du coût réel que peuvent avoir les différentes expérimentations. Donc, je vais vous présenter 2 expérimentations, l'une autour de l'autopartage, une seconde en lien avec la politique de vélo. Dans les 2 cas, et puis on pourra revenir sur d'autres expérimentations si vous le souhaitez, où je pourrais répondre à terme ou après à un certain nombre de vos questions. Si je reviens sur un exemple, donc on s'est lancé avec une communauté de communes dans l'autopartage de véhicules électriques. Comme je vous l'ai dit, on était on était lauréat en fait du fameux TEPCV lancé 2016-2017 par la ministre royale. Et dans ce cadre-là, nous étions en fait le Pays du Lunévillois avait un bout de son territoire qui était déjà TEPCV, donc la plus grosse des communautés de communes. J'arrive plus à revenir sur ma slide. Je suis désolée. Bon, voilà, merci. Il s'avère que on a imaginé en fait en fin 2018 avec une mise en œuvre de recherche de cofinancement en 2019 et et aujourd'hui en fait le service est opérationnel. On a imaginé en fait en même temps qu'on installait des bandes de recharge pour véhicules électriques de proposer en fait des véhicules électriques en autopartage. Je vous l'ai dit, on est un territoire avec 159 communes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la plus grosse commune, elle fait 20 000 habitants. La deuxième, on tombe à 4 500 habitants avec la commune de Baccarat. Et ensuite, on a quelques communes qui font plus de 2 000 habitants.
Mais très rapidement, en fait, sur les 159 communes, on a plus d'une centaine de communes qui font moins de 500 habitants. Donc, quand vous expliquez à vos élus qu'aujourd'hui, vous allez mettre en place un certain nombre de solutions de mobilité en dehors de la voiture, rapidement, en fait, plus personne se comprend sur le territoire. Les élus sont des habitants comme les autres, sont des citoyens comme les autres, sont des recherches, en fait, des choses qui peuvent répondre à leurs concitoyens. Et donc, il nous faut bien, en fait, apporter des solutions qui viennent modifier les habitudes de comportement des gens. Mais en tout cas, on ne peut pas dire sur un territoire comme le nôtre, qui est un territoire dit peu dense ou rural, vous utilisez les mots que vous voulez, que la voiture n'est pas une des solutions aujourd'hui de déplacement pour un certain nombre de personnes. Donc, on a travaillé en fait donc aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui a porté l'investissement en fait de 43 véhicules, à l'échelle du territoire, et on a doté les 43 communes d'un véhicule, presque, puisque il y a 4 communes qui ont refusé en fait d'avoir un véhicule, alors que ça leur coûtait rien au niveau communal. Donc on n'a toujours pas bien compris, parce qu'en fait les maires aujourd'hui sont en train de se dire qu'ils ont fait une belle erreur. On a doté la plus petite commune qui fait 48 habitants, comme la commune de Lunéville qui fait 20 000 habitants, de véhicules en autopartage. La première semaine, il y a eu plus de 100 usagers qui ont utilisé le service. Nous avons aujourd'hui, au bout d'un peu plus d'un mois de mise en œuvre, des retours avec un certain nombre de foyers qui nous disent qu'ils ne vont pas acheter en fait un deuxième véhicule, mais qu'ils vont bien en fait conserver un véhicule dans le foyer et utiliser après ponctuellement en fait un véhicule en autopartage. Donc pour nous, ce service-là, il est gagnant. Alors vous me direz, ça pourrait être une vision régionale. La région aurait les reins solides pour pouvoir mettre en œuvre ce type de solution. J'y crois pas. Je pense sincèrement que cette solution, elle a pu être portée parce que nous avions cette compétence qui a été imaginée à la meilleure échelle, c'est-à-dire une échelle intermédiaire entre les communautés de communes, la plus petite faisant 6 000 habitants et la plus grosse faisant 43 000 habitants. Ça permet à un moment donné une forme de solidarité et ça permet surtout de se rendre compte en fait du besoin réel et des attentes que peuvent avoir les habitants. C'est la même proposition en fait qui peut être faite autour du vélo. Il y a une autre opération en fait qui a été développée sur le territoire qui s'appelle Vélo School. Le principe il est simple. On est parti le territoire est parti du constat avec la problématique des abords des écoles saturées. On est parti aussi d'un autre constat. Quand on parle de ramassage scolaire, vous le savez, le ramassage scolaire aujourd'hui, il est lié aux fameux 3 kilomètres ou plus, en tout cas dans son obligation, mais qui est une fausse obligation, puisqu'en réalité, ces fameux 3 kilomètres, ils ne sont pas inscrits nulle part. C'est lié à ce qui s'est passé dans les années début des années 60, où il y avait des prises d'habitude en fait d'organiser du transport pour le scolaire au-dessus de ces fameux 3 kilomètres et qui restaient en fait dans les habitudes d'usage aujourd'hui des territoires. Donc quand vous organisez en fait que vous êtes autorité organisatrice de transport, que vous transférez votre compétence, en fait tout ce qui est en dessous des 3 kilomètres, l'autorité organisatrice de mobilité n'a pas l'obligation en fait de s'occuper de quoi que ce soit. Donc, ça a été le cas pour la communauté de communes du Lunévillois qui s'est transformée en communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat. Et ils ont imaginé avec les écoles, avec les collèges, avec les lycéens, comment on pouvait modifier en fait cette façon de se déplacer de son domicile jusqu'au collège ou au lycée, en faisant naître l'envie d'y aller à vélo et plus d'utiliser du transport
du transport classique par car. L'idée a été développée sur 3 axes. À la fois l'axe lié à l'innovation, c'est-à-dire la communauté de communes et le travail qui a été fait. On s'est également appuyé en fait sur une entreprise locale qui développait en fait, qui fabriquait sur place à une quarantaine de kilomètres de Lunéville des vélos classiques ou à assistance électrique. Et ces vélos, ils ont été travaillés avec le conseil communautaire des jeunes, que la communauté de communes avait à installer. Donc, c'est le vélo que vous voyez sur la droite. La couleur a été choisie par les lycéens. Les éléments en fait venant habiller le vélo ont été choisis pas par les lycéens, mais par les élèves de CM2 et de 6e, 5e pour essayer de répondre véritablement aux besoins des élèves. Nous avons également travaillé rapidement en fait avec des prestataires que nous avons sur le territoire, c'est-à-dire une association d'insertion qui a l'habitude de travailler sur les questions de mobilité, avec une association qui promeut le vélo depuis de nombreuses années, qui est Vélo Lune, et puis naturellement avec également notre transporteur qui est délégataire du service public, donc Transdev pour ce qui nous concerne. Le deuxième axe, ça a été de s'assurer en fait de la formation en fait des élèves. Vous ne changez pas en fait un certain nombre de comportements si on n'apprend pas aux gens à avoir moins peur en fait naturellement de ces changements en tout cas de passer de l'usage d'un transport classique à du vélo. En particulier quand vous êtes sur du public jeune, les premiers en fait à rassurer, ce sont les parents. Si on ne rassure pas les parents, on a peu de chances en fait d'arriver à changer des comportements. Donc, il y a eu un énorme travail de fait avec l'ensemble des élèves de CM2, de 6e et de 5e sur la base du volontariat pour leur permettre de comprendre en fait comment circuler à vélo dans une ville un petit peu dense. Ça a été extrêmement apprécié et on a toute une série en fait de collégiens en particulier qui, grâce à cette formation, aujourd'hui en fait ont convaincu leurs parents d'utiliser le vélo et de ne plus être de ne plus être dépendants de transport scolaire classique. Et enfin, le troisième axe, c'est évidemment l'incitation. C'est comment on encourage la pratique du vélo, le renforcement en fait de la politique cyclable, pas uniquement chez les jeunes, mais également chez l'ensemble d'habitants. Et là, ça passe naturellement par de la voirie, par des aménagements de voirie, mais pas uniquement. C'est aussi tout le travail partenarial qui est réalisé pour faire changer les comportements. Naturellement, on ne change pas des comportements du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de boule de cristal. Ce qui est important, c'est en permanence d'animer, d'informer, d'aller au contact et de toutes les populations. C'est-à-dire pas uniquement les populations qui ont envie, mais également celles qui sont les plus récalcitrantes. Pour vous faire un rapide état des lieux, aujourd'hui, sur les 300 collégiens, lycéens qui empruntaient avant 2017 les transports, on en a plus d'une centaine aujourd'hui qui utilisent le vélo et qui ne sont plus tributaires des transports scolaires.
Un des écueils, que me disait la communauté de communes, c'est enfin un des problèmes, une des problématiques en fait qui est arrivée souvent, c'est que le vélo en fait le look du vélo en fait n'apparaît pas comme étant suffisamment sexy auprès d'un certain nombre de jeunes. Par contre, le plus, c'est que derrière, grâce à la formation, ils ont convaincu en fait leurs parents de leur acheter un vélo tel qu'ils en avaient envie. Donc, si la communauté de communes aujourd'hui a un parc de vélos important, en tout cas, la transformation réelle du passage, du changement de comportement a pu s'opérer. Donc, il n'y a pas forcément besoin en fait d'avoir un volume de vélos à disposition pendant trop longtemps. Il y a besoin juste d'accompagner en fait au changement des comportements. Une des choses aussi qui a été extrêmement travaillée tout au long et qui est encore travaillée aujourd'hui, c'est de permettre en fait aux 6e, 5e de venir en fait avec leurs parents à vélo jusqu'à un arrêt où là ils vont sur les premiers mois être accompagnés par un adulte pour rassurer en fait les enfants et les parents en termes de sécurité par rapport à l'utilisation du vélo. Voilà, je pense que j'ai dû réussir à tenir dans les temps. Ouais. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est quand on parle d'échelle, justement, on voit bien que l'échelle de pertinence du PETNR a permis un petit peu d'innover sur les services de mobilité qu'on peut envisager habituellement, notamment sur le scolaire. On voit qu'ici, vous avez fait le choix de proposer un service alternatif à du transport scolaire qu'on a l'habitude de toujours déployer. C'est la réponse à la mobilité des jeunes. Alors qu'ici, vous avez proposé une réponse alternative, le vélo, par des aménagements sécurisés. Et ça pose la question, si ça avait été géré à une autre échelle, est-ce que ça aurait été possible? Et vous avez une partie de la réponse. Et voilà, c'est d'où l'opportunité de s'interroger à cette prise de compétence. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner au territoire ou qui écoute ou que vous accompagnez, ne passez pas à côté de l'opportunité. La loi, elle est extrêmement précise. Vous pouvez décider avant le 31 mars 2021 de prendre la compétence. Vous n'êtes pas obligé dans les 3 semaines qui suivent d'organiser un certain nombre de choses. Si vous passez à côté de cette opportunité-là, ça veut dire que tout l'enjeu, ça va être de discuter et de négocier avec une échelle, y compris à l'échelle, donc dans un premier temps avec l'échelle régionale. Donc, il va être extrêmement difficile, en tout cas, sur ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, que ce soit l'autopartage, le covoiturage, la politique vélo, de trouver facilement avec la région le fait d'avoir la possibilité de mettre en place des choses. Mais également, même si la loi effectivement permet qu'à terme, il puisse y avoir des syndicats ou que votre pôle d'équilibre territorial et rural décide, que vos élus décident de s'emparer en fait de cette problématique. Administrativement, les transferts de compétences aujourd'hui sont tels que vous allez perdre presque 1 an administratif, alors que si vous le prenez dès le début, vous gagnerez du temps en fait par rapport à ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Madame Megarmer, avant de répondre aux questions qui concernent vraiment la loi, il y a plusieurs questions qui vous ont été posées, notamment le taux d'utilisation dans les petites communes de moins de 100 habitants sur la question du service LULU est-il pertinent? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alors, les premiers éléments de réponse que je peux vous donner au bout d'un mois, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les communes les plus petites, le véhicule, on pensait qu'il allait être utilisé 2 à 3 fois par semaine et il est utilisé au moins 1 fois par jour. Donc, ça veut dire qu'il répond. Quand je parle de petites communes, je vous dis, on a regardé en fait sur toutes les communes de moins de 500 habitants et donc les véhicules sortent au moins 1 fois par jour.
Donc, puisqu'on a on est attentif et on regarde, on a dans la semaine, au moins une fois par jour, c'est pas le même usager qui l'utilise. On se rend compte que dès aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes, y compris en fait, qui ne veulent plus conduire, qui ont demandé comment elles pouvaient s'inscrire sur le portail pour permettre en fait à un voisin de pouvoir utiliser, même si c'est elle qui paye le service. Parce que on a des personnes âgées en particulier qui ont le sentiment que quand elles utilisent toujours le véhicule, des personnes de leur commune abusent en fait ou n'arrivent pas en fait à payer le bon prix vis-à-vis de leurs voisins. Donc c'est aussi des choses aujourd'hui où on n'avait pas forcément ça en tête, et c'est des retours qu'on a. Donc oui, c'est pertinent, bien sûr. Et il y a une autre question sur la gestion des vélos. C'est géré en régie par le PETR ou par la communauté de communes, ou c'est un prestataire qui gère la maintenance et l'entretien? Alors, l'organisation, il se fait en régie avec des partenariats. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on a travaillé avec l'association INES, qui est une association d'insertion, et qui porte le garage solidaire, en fait, dont je vous avais parlé dans le cadre du pôle d'excellence rurale. Donc, on a confié, en fait, à l'association et au garage solidaire le fait de faire la petite maintenance sur les vélos qui sont prêtés aux collégiens lycéens. Le vélo est bien prêté en fait dès l'entrée en sixième, dès le milieu du CM2 jusqu'à la fin de la terminale. D'accord. Et une dernière question qui était évoquée dès le départ sur Lulu, vous avez évoqué les haltes gares. Il y a une question, alors je vais essayer de la formuler, et si c'est pas de cette manière-là qu'elle devait être posée, je vous laisse la réécrire dans le message. Mais quand vous parlez d'haltes gares, c'est des sites où il y a plusieurs offres de mobilité organisées, qu'on pourrait considérer comme des hubs multimodaux. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, on a la chance d'avoir sur une partie de notre territoire un réseau existant, et pour garder les réseaux aujourd'hui ferrés, ça veut dire qu'on fait en sorte aussi que les gens prennent le train. Sinon, à un moment donné, on pourra continuer à avoir et à se battre pour dire qu'il faut impérativement garder nos gares. S'il n'y a personne dedans, ça ne sert à rien. Donc, on s'est lancé en fait dans un programme d'aménagement autour des gares pour en faire vraiment des espaces multimodaux importants. Je voyais aussi dans une des questions, quand on parle multimodaux, c'est évidemment l'accès en transport en commun, en rabattement avec des lignes de transport à la demande, ou bien des lignes régulières. Mais c'est également le fait de venir en vélo et de le retrouver quand on sort du train le soir. Donc, si on n'aménage pas avec des garages vélos sécurisés, si on n'adapte pas les cheminements piétons permettant à un certain nombre d'usagers qui habitent pas si loin que ça de la gare, de la halte gare, on fait des espaces aussi d'aires de covoiturage qui permettent, puisque on peut arriver jusqu'à une gare et après être emmené par un de ses collègues de travail, si l'entreprise est un petit peu plus éloignée de la halte gare. C'est tout ça en fait pour nous les espaces gares. Et c'est également la loi mobilité aujourd'hui, la loi LOM aujourd'hui, et vous en avez parlé avec le versement mobilité, parce que je suis passée très rapidement, mais effectivement, nous sommes notre financement principal notre financement principal, c'est le versement mobilité. Comme on a été autorité organisatrice de mobilité avant la loi LOM, on a un tarif unique, une contribution unique en fait à l'échelle du territoire. Donc qui est de 0,6%. Et comme on a du transport régulier, ça nous permet en fait d'utiliser également ce versement mobilité pour faire ces investissements autour des gares et de halte-gares. Très bien. Justement, je pense que je vais faire un petit parce qu'il y a plusieurs questions sur la question du versement mobilité, les différents taux, comment ça s'applique. Je vais essayer
en une petite synthèse, essayer de répondre à toutes les questions. Alors, oui, le versement mobilité, aujourd'hui, par la loi, permet de financer tous les services en investissement, en ressources, et en fait, ça vient intégrer dans un budget annexe transport les recettes du budget annexe mobilité, pardon. Et derrière, on a des charges qui peuvent être des charges d'investissement, des charges de fonctionnement. Le taux applicable, j'ai vu une question de 0,55 pour un EPCI, qui est contraire à ce que j'ai pu montrer préalablement. Il faut savoir que 0,55, c'est le cas pour une commune entre 10 000 et 100 000 habitants. Dès lors que le périmètre est un EPCI, on peut avoir une majoration de 0,2%. Donc, on est à 0,75. Et si par chance sur le territoire, on a une commune dite touristique, donc je vous laisse, je ne vais pas expliquer la définition d'une commune touristique, mais c'est par des questions de lits, d'offres touristiques, on a la possibilité de remonter à 0,05, donc atteindre 0,8 en plafond du taux versement mobilité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce que sur un périmètre, ce taux doit être identique? Alors, la réponse est si c'est sur un EPCI, la réponse est oui. Demain, si je prends un EPCI dans la Creuse qui décide de prendre la compétence mobilité et de déployer un versement mobilité et de fixer un taux à 0,3, ce taux sera uniforme sur l'ensemble de l'EPCI. Il y a un cas particulier, c'est si demain cet EPCI en fait intègre et crée un syndicat mobilité. La LOM permet d'avoir un taux différencié entre les EPCI et de considérer finalement par la fragilité économique et par le dynamisme démographique ces deux critères qui sont intégrés. Alors après, chacun met le seuil politiquement d'affirmer un seuil différent entre les EPCI. Mais sinon, la réponse est claire. Si c'est un EPCI demain qui prend la compétence mobilité, le taux doit être uniforme sur tout le périmètre de l'EPCI. Sur la question du coup du versement mobilité, il ne peut être mis en place que par la mise en place d'un service régulier. Alors le service régulier, il est clairement identifié, c'est un service de transport public régulier, avec des horaires précis et un passage précis. Et du coup, il y a une question qui est tout à fait naturelle. Un transport à la demande dit régulier, est-ce qu'il rentre dans le cadre du transport régulier justifiant un versement mobilité? Aujourd'hui, c'est un peu flou. On aurait quand même tendance à penser que non, ça ne justifierait pas la mise en place d'un versement mobilité, sans avoir précisément quelque chose de très carré. Est-ce que c'est du régulier ou pas? Aujourd'hui, on aurait tendance à penser que non, puisque ça reste du transport à la demande, donc nécessitant une réservation. Je pense que la question du versement mobilité. Alors oui, il y avait une question, alors je ne sais pas trop comment elle doit être interprétée, mais le versement mobilité sont-ils le service de tout type de mobilité alors que les entreprises peuvent par exemple n'être desservies que par un transport urbain? La réponse est oui, le versement mobilité peut être utilisé pour tous les services, quels que soient les services déployés par ailleurs. Aujourd'hui, on a de nombreuses collectivités AOM, autorités organisatrices de la mobilité, qui ont déployé et qui prélèvent un versement mobilité sur les entreprises sans pour autant venir desservir de manière efficace leurs entreprises. Demain, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Et pourquoi on n'allait pas trop les desservir? Parce que c'est compliqué de desservir une entreprise et une zone d'activité par du transport collectif, en raison des horaires postés, en raison de nombreux autres aspects. Et on voit que la LOM a cet avantage de venir permettre de financer une politique de mobilité plus globale, et notamment des services qui sont beaucoup plus adaptés finalement aux contraintes des entreprises. Et par exemple, le vélo, aujourd'hui, peut être une solution alternative très efficace. Je pense sur la question du versement mobilité avoir fait le tour. En quoi consiste le contrat opérationnel à la mobilité? Alors, le contrat opérationnel à la mobilité, c'est un dispositif qui demain devra être mis en place par les régions et que par les régions en tant que chef de file de la mobilité. Pour une petite analogie, ça pourrait correspondre à ce que l'on a connu par ailleurs, des contrats finalement d'axes, où on met autour de la table l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par une opération. Et là, concrètement, dans le contrat opérationnel de la mobilité, la région va définir des bassins de mobilité. La définition des bassins de mobilité est laissée libre aux différentes régions.
Donc, on pourra avoir des définitions différentes, mais en tout cas, il y aura des bassins de mobilité identifiés. Et dans le cadre de ces bassins de mobilité, seront intégrés l'ensemble des acteurs en lien avec la mobilité, c'est-à-dire la région, les AOM et les gestionnaires de voirie. Et seulement ces 3 acteurs dans le contrat opérationnel à la mobilité. Et après, le contenu sera défini entre eux. Et aujourd'hui, la LOM et le décret d'application n'est pas encore sorti sur cet aspect, ne précise pas concrètement ce qu'il y aura dans ces contrats de mobilité. Et une dernière question. Ah oui, non, 2 questions. Alors, la question de l'Île-de-France Mobilité, est-ce que tous les échanges que l'on a eus s'appliquent aussi au comité de communes d'Île-de-France Mobilité? La réponse est non. Île-de-France Mobilité reste autorité organisatrice de la mobilité et c'est une particularité d'Île-de-France Mobilité parce qu'elle a la capacité à prélever un versement mobilité, ce que les autres régions n'ont pas. Donc demain, les comités de communes des territoires d'Île-de-France, n'ont pas l'échéance du 31 mars pour prendre la décision de prendre la compétence. Elles n'ont pas cette possibilité-là. La compétence est gérée à l'échelle régionale et par son acteur Île-de-France Mobilité. Et 2 dernières questions sur les compétences, puisque le temps tourne, donc je réponds de manière assez rapide aux questions. Sur les compétences, les lignes dites extraterritoriales ou interurbaines et qui dépassent le périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité sont évidemment de compétences régionales demain. Il n'y a même pas de débat à avoir. Une ligne qui sort du PETR du Ligny-Villois n'est pas à la charge du PETR du Ligny-Villois, est à la charge de la région. Et il y a une question en parallèle, c'est est-ce que les transports scolaires finalement restent à la région? Là aussi, la réponse dans la LOM est très claire. Une prise de compétence, c'est l'ensemble des compétences qui sont intégrées, dont le transport scolaire. Mais la LOM laisse cette possibilité au territoire de décider si oui ou non elle demande le transfert des lignes intégralement intégrées au périmètre de l'autorité organisatrice de la mobilité à la région. C'est-à-dire que demain, un EPCI dans la Creuse décide de prendre la compétence AOM, mais peut dire à la région, je ne souhaite pas que vous me transfériez les services que vous organisez à l'intérieur de ce périmètre et je vous laisse en charge cet aspect-là. Clairement, la LOM qui pose de nombreuses questions juridiques sur la capacité demain de la région de venir contractualiser des services sur un périmètre où officiellement elle n'est plus AOM. Bon, voilà, la LOM elle a la vertu d'ouvrir des champs des possibles, mais forcément, comme toute loi, elle est venue aussi créer des contradictions ou en tout cas des flous qui nécessitent parfois d'être étudiés très précisément. Alors, juste pour compléter vos propos, d'un point de vue pratico-pratique sur le terrain aujourd'hui, c'est rarement l'autorité organisatrice de mobilité qui arrive à convaincre la région. C'est souvent la région qui arrive à convaincre l'autorité organisatrice de mobilité. Donc, la loi, elle a beau dire comment un certain nombre de choses, je vous assure qu'aujourd'hui, si vous avez pas des liens réguliers ou en tout cas des difficultés à rentrer en discussion avec votre région, déjà aujourd'hui, vous aurez encore plus de mal vous aurez du mal quand même à ce qu'elle ne considère pas que si vous êtes autorité organisatrice de mobilité, elle ne poussera pas à ce que vous preniez, y compris les transports scolaires. Moi, j'ai de la chance. Je suis dans une région où la région Grand Est aujourd'hui, elle discute bien et c'est un vrai partenaire. C'est-à-dire que on a vraiment un lien fort entre la région et les AOM. Et en particulier sur le transport scolaire, même en 2018, j'ai déjà une convention en fait où la région m'a pas imposé en fait de m'organiser sur l'ensemble de mon territoire sur les transports scolaires, ce qui est rare. Et en même temps, j'aurais été incapable, en même temps que je prenais la compétence, de l'organiser, puisque si vous discutez en fait avec les services qui gèrent les transports scolaires, c'est presque 2 à 3 personnes qu'il vous faut en permanence pour gérer ça, en particulier sur les réclamations des parents. Mais en tout cas, il faut pour en discuter très très régulièrement avec d'autres collègues dans d'autres régions.
le niveau de discussion régionale entre territoire et région n'est pas forcément toujours simple. Parfait. Je pense il y a encore des questions, mais on prendra le temps d'y répondre à l'écrit, Suzy, parce que le temps a tourné et je pense qu'on est dans les clous. Effectivement, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. Donc, on fera on va dire une FAQ, une foire aux questions complémentaires à cette webconférence avec toutes vos questions non traitées. Alors donc merci beaucoup Émilie, Rémi et Madame Bégormer pour cette présentation et ce retour d'expérience. Donc comme je l'avais mentionné en début de conférence, on aura le replay et le support qui vont être très rapidement sur le site de la PCC, donc dans la journée normalement. Et vous recevrez les réponses aux questions non traitées plutôt d'ici une semaine pour laisser le temps à nos intervenants de les traiter et d'y répondre correctement. Vous les recevrez par mail. Également, si mon PowerPoint veut bien passer les slides. Oui, voilà. Donc également, on a, comme je vous ai dit, c'est la 42e webconférence de la PCC. Hop. Donc vous en avez 41 que vous pouvez regarder sur notre site qui sont toujours disponibles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. Et on a notamment pas mal de webconférences sur le sujet de la mobilité. Et quelques-unes de ITER encore sur le site. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Si vous êtes un bureau d'études qui travaillez sur ces thématiques-là, qui fait du conseil, de l'accompagnement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc, comme vous voyez, on fait des webconférences, on organise des événements, on a des groupes de travail internes, donc plein de choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si à l'inverse, vous êtes plutôt une structure, donc une collectivité, plutôt dans le cadre de cette conférence, ou même une entreprise qui recherche des prestations de conseil et d'accompagnement sur ces thématiques-là, on a un annuaire des membres que vous pouvez aller consulter, et sur notre site, toujours. Et donc, vous pouvez chercher par domaine de compétences, par spécialité sectorielle et aussi par zone géographique. Donc, vous avez de quoi trouver chaussures à votre pied parmi nos membres sur cet annuaire. N'hésitez pas à le consulter. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette webconférence. Merci à tous. Vous allez avoir un petit questionnaire. Alors, à la fois, Webikeo vous demande de noter et de mettre un petit avis rapide. Et nous, on vous envoie aussi un questionnaire un peu plus poussé pour nos statistiques. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous aide beaucoup. Voilà, votre avis est important. Et également, je voulais remercier, c'est important aussi, nos partenaires que sont l'ADEME et Actu Environnement. Vous verrez dans le mail que vous allez recevoir aussi, vous avez un petit code promo pour avoir un moins 15% sur un abonnement chez Actu Environnement. Donc voilà. Et merci à tous, donc merci encore à nos intervenants et à bientôt sur une prochaine webconférence de la PCC. La prochaine devrait être, ça sera normalement le 27 octobre et ça sera sur les nudges pour la transition. C'est pas encore sur notre site, je vous le dis en avant-première. Ça devrait bientôt apparaître sur notre site. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.